Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Géraldine Selesian, je suis directrice marketing et communication chez Daveo. Nous sommes ravis de vous accueillir nombreux pour ce deuxième webinaire d'Avril Agile, Team as a Service, assumons les CEO. Nous pourrons échanger bien évidemment à ce sujet lors de la session questions-réponses qui sera en fin de webinaire et la présentation durera entre 35 et 40 minutes. Un grand merci à Pablo Richard, qui est Scrum Master SRE chez Talend, et à Marc Marliot, Head of Agile et Product chez Daveo, ainsi qu'à tous les membres de la communauté Agile qui animeront les prochains webinaires et à ceux présents que je vois déjà nombreux connectés sur le chat. Alors, Avril Agile, c'est quoi exactement? Avril Agile, c'est une série d'événements créés il y a 2 ans avec un objectif qui est de transmettre notre passion pour l'agilité, aussi bien aux curieux qu'aux jeunes diplômés. Excusez-moi, je vous passe les slides en même temps. Qu'aux jeunes diplômés et bien évidemment aux experts du secteur. Pour nous, la diversité des profils, c'est la clé. Et cet Avril Agile, on vous propose tous les jeudis du mois d'avril. Il nous en reste encore 4, donc la motivation ne faiblit pas. Et cette année, on vous propose 9 webinaires gratuits. Alors, chez Daveo, nous sommes convaincus que l'agilité, c'est avant tout un état d'esprit et que rien ne sert de transformer les organisations si les équipes elles-mêmes ne sont pas sensibilisées en amont au mindset agile. Alors, navré pour ceux qui étaient déjà présents au premier webinaire, mais je me dois bien évidemment de vous présenter Daveo. Daveo, c'est un cabinet de conseil en management et technologie. Nous avons 4 offres qui représentent nos expertises. L'Agile, bien évidemment, qui est l'offre historique de Daveo, l'offre produit, mais également l'offre technologie et cloud. Nous regroupons 320 collaborateurs sur 5 agences en France. Et nos collaborateurs, justement, nos ambassadeurs, s'engagent de plus en plus dans la construction de contenus collaboratifs comme des livres blancs. Et d'ailleurs, nous vous en proposerons un et Léa vous proposera un petit call to action en fin de webinaire pour vous proposer en téléchargement donc le livre blanc sur l'agilité en remote pour ceux qui souhaiteraient le consulter. Et sans plus attendre, parce que je pense que vous trépignez d'impatience, j'invite les speakers à monter sur scène et en attendant, je vous présente cette slide sur les questions. Vous avez un petit onglet juste à côté du chat. Donc, on vous propose de réserver le chat voilà, pour les échanges et vraiment pour les questions très précisément. N'hésitez pas à aller sur cet onglet-là et vous pouvez comme liker les questions que vous préférez et Marc et Pablo voilà, traiteront ces questions-là, prioriseront sur ces questions-là. Je vous souhaite un excellent webinaire à toutes et tous. Pablo et Marc, c'est à vous. Merci Géraldine. Salut Pablo. Alors moi, je ne vais pas servir à grand-chose si ce n'est t'aider en termes de logistique et notamment te poser les questions. Pour rappel, Géraldine l'a dit, je suis Head of Agile et Product chez Daveo. Donc, je m'occupe des offres et de faire grandir la communauté. Mais sans plus attendre, on va passer à la question qui nous taraude. Team as a Service, comment on assume nos silos? Pablo, c'est à toi. Très bien. Merci Marc. Donc silo, on va commencer par un gros mot, effectivement, le mot silo. C'est un mot que je rencontre souvent moi, dans mes coachings d'équipe. Et du coup, souvent, il y a une connotation négative avec ce mot. Et donc, mon but aujourd'hui, c'est de démystifier un petit peu les silos et d'essayer de voir comment on pourrait assumer ces silos pour être plus efficace. Alors, du coup, pour savoir comment il peut être plus efficace, déjà, voyons un exemple d'un silo qui fonctionne bien. L'équipe. L'équipe, c'est un concept qu'il y a partout. Bien sûr, il n'a pas une connotation négative, pour le coup, il a même une connotation plutôt positive. Donc là, les images que vous voyez, c'est la fameuse pizza team, donc l'équipe qui est auto-organisée, qui comprend entre 5 et 10 personnes, et du coup qui a toutes les compétences pour réaliser les missions qui y sont liées. Et souvent, c'est vu comme des équipes auto-organisées et donc avec une connotation plutôt positive. Donc, finalement, comme c'est aussi un silo, il n'y a aucune raison de penser que tous les silos sont négatifs. Et donc, une équipe est un bon exemple de silo positif. Voilà, le problème, c'est que la pizza team, elle ne fait que maximum 10 personnes. Bon, admettons 12. Et le souci, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'équipe grossit? Qu'est-ce qui se passe quand il y a plein d'équipes? Comment on gère les interactions entre ces équipes? C'est un peu compliqué. Voilà. Et surtout quand il y a des réorganisations. Et ça, les réorganisations, j'imagine que vous en voyez souvent dans vos entreprises ou dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez.
Et aussi, les réorganisations souvent sont considérées comme des décisions un peu top-down ou malheureusement, et pas forcément, où l'auto-organisation ne fait plus place. Alors qu'en réalité, la réorganisation d'une entreprise, c'est une auto-organisation d'entreprise. Donc autant contribuer à cette organisation pour justement que ça devienne une vraie auto-organisation plutôt que subir ces réorganisations. Sachant qu'en Agile, on veut s'auto-organiser, donc se réorganiser, c'est censé être quelque chose de positif. Alors comment on peut profiter de ces réorganisations? Comment on peut vraiment arriver à des modèles qu'on arrive à assumer pour avoir des silos productifs? Alors, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Pablo Richard, je suis Scrum Master chez Talend depuis quelques mois et j'interviens dans les équipes SRE ou infrastructure plateforme. Donc, je suis très, très en lien avec la problématique que je traite aujourd'hui, puisque c'est quelque chose que je vois au quotidien, qui aussi, disons que je me dois de travailler sur ces sujets-là pour faire en sorte qu'on gère une infrastructure, finalement, as a service, et donc aussi une plateforme d'infrastructure avec des interactions efficaces. Voilà, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, et si vous aimez les blagues, sur Twitter, où je fais que des blagues, donc moins intéressant. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement des concepts qui sont là-dedans, dans Team Topologies, un petit livre très intéressant. Il y a que 200 pages, donc ça se lit bien. Plus, il y a des images. Si vous aimez Oui, c'est pareil. Donc, finalement, c'est assez simple. Mais c'est vraiment des concepts très, très, très intéressants à mettre en place en entreprise. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu les concepts. Et comme j'espère être quelqu'un d'assez pragmatique et vous transmettre des choses utiles, vous donner pas mal de takeaways et des choses concrètes à faire quand vous vous retrouvez en entreprise sur ces sujets-là. Très bien, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en live dans l'onglet questions, et puis Marc se chargera de faire le lien avec moi. Très bien. Alors, Team Topologies, c'est quoi? Donc, c'est un livre qui prend comme racine plusieurs concepts. Le premier concept, c'est le Dunbar's Number, qui en gros dit qu'on ne peut pas avoir plus de 150 amis. Donc, c'est normal, finalement, qu'on fasse des petits silos, finalement, à l'intérieur des structures, des grandes structures, parce qu'on n'a pas la possibilité cognitive de gérer autant de relations au quotidien. On ne peut pas être, finalement, au quotidien, tout le temps avec 150 personnes. Donc, c'est normal. Et aussi, la loi de Conway, qui stipule, alors elle n'est pas forcément facile à comprendre telle qu'elle, que finalement les designs que font les entreprises sont à l'image de la structure organisationnelle et de communication finalement de l'entreprise. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on construit avec des petites équipes distribuées, on va avoir tendance à avoir des architectures avec des services modulaires, voilà, et peut-être des microservices, des choses comme ça, ou des petits services en tout cas, qui sont interconnectés. Et si on a une organisation plutôt en équipe, grosse équipe, colocalisée, quand on peut, on fait plutôt des architectures monolithiques. Et du coup, ça fait quand même quelques années qu'on subit ces architectures monolithiques et on voit les effets que ça peut avoir, notamment sur la dette technique et le fait de pouvoir faire évoluer ces architectures. Et donc, là où c'est génial, c'est que dans Team Topologies, ce qu'il préconise, c'est de ne pas justement designer des architectures, parce qu'on voit bien qu'on peut designer toutes les architectures qu'on veut. De toute façon, l'organisation va manger ces architectures pour les faire à sa sauce, ou plutôt travailler sur l'organisation en fonction de l'architecture qu'on souhaite. Et là, c'est génial. Il faut attendre, par contre, il y a un petit délai de latence. Donc, il faut être patient aussi. Bref. Donc, concrètement, il y a quoi? Il y a 4 types d'équipes. Il y a les Streamline Teams en jaune, c'est ce que vous voyez très souvent avec des feature teams, des component teams, les fameux squads du modèle Spotify, si ça vous parle. Bref, l'équipe avec un sentiment d'autonomie fort, et c'est ça qui est intéressant et que les gens veulent aussi, c'est de l'autonomie. Donc, avec cette autonomie pour faire des features, donc se orienter fonctionnel finalement, les Streamline Teams. Ensuite, il y a les plateformes teams en bleu, qui sont des équipes plutôt qui sont plutôt au service de ces équipes-là sur des choses telles que l'infrastructure
des choses un peu connexes sur lesquelles, finalement, la Streamline Team ne peut pas tirer toute la pelette, ne peut pas tout faire. Par exemple, si on prend le cloud, on peut mettre son soft sur le cloud, c'est bien, c'est sûr, mais si on a des bases de données partagées entre équipes ou autres, il y a un moment donné, il va y avoir besoin des gens qui s'occupent de ça. Et tout le monde ne peut pas s'occuper de tout. Donc, il y a ces fameuses plateformes team qui existent aussi, bon, ça existe dans toutes les entreprises. Donc ça, c'est assez classique. Ensuite, il y a en violet l'enabling team. Donc là, c'est vraiment les équipes qui vont s'occuper de sujets un peu plus transverses, peut-être de transformation. Donc vous voyez peut-être en entreprise des équipes de transfo, de Agile par exemple, ou DevOps, qui ont un sujet ou des sujets et qui vont faciliter entre équipes l'adoption de ces pratiques. Ça peut être par exemple des communautés de pratiques, des choses comme ça. Et enfin, le dernier modèle, c'est les complicated subsystems. Donc ça, c'est presque un anti-pattern, j'ai envie de dire, puisqu'on est sur un système principalement qui est autonome parce qu'on n'a pas le choix, avec des gens, par exemple, qui ont des compétences très spécifiques, qui sont soit en avance sur le marché, et donc pas très structurés, ou soit c'est une niche et ils sont souvent peu nombreux. Du coup, on les laisse fonctionner dans un système, on va dire, plus complexe. Et l'idée, c'est de limiter ce nombre d'équipes-là pour justement structurer au mieux l'organisation. Jusque-là, je vous ai dit des trucs. Rien de nouveau sous le soleil. Par contre, ce qui est vraiment très, très bon dans Team Topologies, c'est les modes d'interaction. Et c'est ça qu'il faut bien avoir conscience. C'est-à-dire que j'aurais pu vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'il faut toujours plus collaborer? Et vous m'auriez probablement répondu oui. Sauf que derrière le mot collaboration, il faut aussi se méfier, parce que la collaboration, on peut avoir plusieurs niveaux. Et ce que vous voyez en collaboration en violet, là, ce mode d'interaction-là, en réalité, il faut le limiter si on veut être efficace. D'autres modes d'interaction seraient le as a service et la facilitation. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail maintenant parce qu'on le développe après, mais s'il y a un truc à retenir, c'est de bien savoir quels sont les modes d'interaction et choisir ces bons modes d'interaction, en plus de comment est structurée votre organisation. Si on ne s'attaque pas à ça, on va répliquer tous les modèles de l'ancien modèle. Donc, par exemple, on fait une réorganisation, voilà, donc tout le monde est content, ou pas. Et derrière, les gens, après 3 mois, 6 mois, disent « Ah bah c'était mieux avant ». Et eux-mêmes ne savent pas non plus spécifier pourquoi et comment c'était mieux avant. Donc, c'est aussi important de se poser ces questions-là, de se dire bah, « Finalement, prenons un peu de hauteur. Ok, on se réorganise. Ok, on a des équipes qui ont des missions. Ça, on sait très bien le faire, le structurer ou autre. Et comment les gens vont interagir entre équipes. Voilà, et donc, passer à un niveau d'échelle. Très bien. Bon, alors ça, c'était la théorie. Maintenant, passons à des choses un peu plus concrètes. Premier takeaway que je vous donne, je viens d'en parler, c'est choisissez les modes d'interaction compatibles avec les missions de vos équipes. Pourquoi? Alors souvent, moi, quand j'interviens dans les équipes, ce que je trouve comme pattern, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui, avec des gens à l'intérieur, souvent c'est des petites équipes, donc ce concept-là, il est bien intégré par tout le monde, il n'y a pas de problème. Par contre, on voit bien que tout le monde parle avec tout le monde. Il suffit d'aller dans Slack ou dans Teams, où l'outil n'a pas d'importance, mais l'outil de communication, puisqu'en plus maintenant on est un peu tous dispersés, pour se rendre compte que les interactions, en fait, c'est du many-to-many, tout le monde parle avec tout le monde. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, c'est bien, ça peut aussi créer des choses positives, mais en termes d'efficacité, c'est un peu compliqué. Et puis en plus, on ne sait pas comment ça fonctionne. Alors évidemment, ce que je vous dis pourrait paraître, par rapport au manifeste Agile, un anti-pattern. Donc dans le manifeste Agile, on dit « Most efficient and effective method of conveying information ». Bon, c'est un peu pompeux, mais bon, en gros, to and within a development team is face-to-face conversation. Donc en gros, ce qu'on dit dans le manifeste Agile, c'est bah, faut se rencontrer. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on nous dit et qu'on nous rabâche « collaborez, faites plus de collaboration ». Et ça marchait bien quand on était dans ce modèle-là. C'est-à-dire on était dans une pièce ou dans un grand open space, on designait les équipes en fonction aussi du rapprochement qu'on pouvait avoir avec les gens. Donc par exemple, si on voulait faire une grosse équipe, on la découpait en deux, puis on mettait les équipes côte à côte dans un open space. Et il y avait toujours la possibilité, quand on est dans des équipes un peu dispersées, de se lever, d'aller faire une petite tape dans le dos du voisin et d'avoir sa réponse, avec un haut niveau de collaboration, et effectivement avec du face-à-face. Et ça va plus vite qu'envoyer un mail, c'est évident.
parce que c'est de la communication synchrone, donc c'est efficace. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on est à distance, et c'est pas nouveau, et en plus, nos architectures sont de plus en plus complexes à comprendre, donc c'est très difficile de savoir quel interlocuteur, à qui poser la question, et quel mode de collaboration choisir pour ça. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que si on essaie de répliquer le monde d'avant dans le nouveau monde et nos modes de communication tels qu'on l'a toujours fait ou qu'on nous l'a toujours demandé de faire avec les contraintes d'aujourd'hui, c'est que certes, la collaboration a des avantages, mais aussi a des gros désavantages. Un des gros avantages, évidemment, et ça il faut, dans une équipe, si on relit le manifeste, on est bien dans une équipe, privilégier le face-à-face. Pourquoi? Parce qu'on aura une meilleure innovation, c'est-à-dire des meilleures solutions. Le pair programming est un excellent exemple dans une équipe faite du pair programming. Pourquoi? Parce que vous allez tous les deux face à un problème, vous allez le résoudre de manière plus créative. Voilà, intelligence collective, tout ça, c'est top. Dans une équipe, ça marche très bien. Et il y a beaucoup moins de, finalement, passage de relais entre personnes ou entre équipes quand on fait de la collaboration. Donc, c'est top. Le problème, c'est que bon, ça prend un peu de temps. Et des fois, c'est plus lent, finalement, que finalement d'avoir travaillé un peu plus dans son coin. Donc, ça pourrait être un problème. Ça demande aussi plus de contexte. Et ça, on ne l'a pas toujours. Et c'est toujours de plus en plus compliqué d'avoir le contexte. Je prends un exemple concret, mais quoique on va peut-être pas avoir le temps de tous les exemples. Donc, je vais le passer sur, on verra plus tard. Et du coup, ça co-responsabilise, ce qui peut être un avantage, mais aussi un inconvénient, parce que tel sujet, c'est qui s'en occupe? Ah, c'est un tel, ouais, mais c'est aussi un tel dans cette équipe-là, puis un tel dans cette... En fait, on se sort plus, parce que finalement, ça dilue les responsabilités. Donc, quelque part, c'est moins efficace. Il faut aussi savoir faire attention à ça. Un autre exemple, que vous connaissez probablement aussi, c'est le modèle Spotify, avec des squads et des tribus, et plusieurs tribus et choses comme ça. Donc, au début, on crée des silos, qui sont les squads, c'est efficace, ça va vite, ça délivre, c'est top. On les aligne, donc le modèle Spotify répond très bien à la question alignement versus autonomie, c'est-à-dire qu'on crée des silos autonomes avec un fort niveau d'alignement, puisque finalement on les met ensemble dans une identité, on va tous dans la même direction. Et pour jouer la transversalité, on crée des chapters et des guildes, ce qu'on retrouve souvent en entreprise, même sans le modèle Spotify, avec des communautés de pratique. C'est top, culturellement c'est génial, sauf que si on n'y applique que des patterns de collaboration, c'est rudement inefficace. D'ailleurs, souvent déceptif. Si je prends l'exemple purement des communautés de pratique, donc là, c'est un tableau assez simple pour comprendre le problème. La communauté de pratique, plutôt à gauche, en type d'équipe, elle va plus facilement faire du partage, de l'amélioration de pratique, éventuellement aller jusqu'à décider. On peut décider en communauté de pratique que ça va être cette technologie-là utilisée pour tout le monde, des choses comme ça. Et du coup, avec un pattern plus de facilitation, on l'expliquera après. L'équipe produit, projet, ou même un chapter qui est plutôt réduit finalement dans une tribu. Mais bref, une communauté de pratique vraiment très locale ou une équipe projet va plutôt faire de la contribution, de l'accompagnement, de la synchronisation. Et ça, on est dans les modes de collaboration. Si on attend d'une communauté de pratique qu'elle délivre des choses, et donc qu'elle fasse de la contribution, souvent c'est ce qui est attendu dans les communautés de pratique, et c'est déceptif parce que le modèle de collaboration qui est associé et qui est nécessaire va nous plomber. Ça prend trop de temps. C'est inefficace. Même en ayant un très bon sponsorship, ou alors effectivement avec un très très gros sponsorship, on y arrive, ça va être du budget, des gens dédiés, du temps. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on crée une équipe produit ou une équipe projet, et c'est plus une communauté de pratique. C'est un sous-silo qui va justement être efficace parce qu'il pourra collaborer pour résoudre une problématique. Et donc, dans la communauté de pratique, quand on vend ça, il faut vendre le mode d'interaction facilitation et pas le mode collaboration. Et la facilitation, les avantages, c'est que ça va débloquer les systèmes. Donc, un facilitateur, un Scrum Master dans une équipe, par exemple, fait ça par défaut. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques et il va débloquer ça. Il remove les impediments, comme on dit. Et donc, ça, il faut toujours aller dans ce sens-là quand on est dans une équipe qui fait de la facilitation, dans une communauté de pratique ou une enablement team. Donc, on fait ça. Notre outil principal, c'est la loupe. C'est-à-dire qu'on va mettre une loupe là où on voit des problèmes, là où on voit des choses à améliorer, là où il y a des gaps ou des alignements. Donc ça, c'est les avantages, c'est qu'on va pouvoir faire ça. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas donner ce genre de mission à des gens qui sont en permanence en train de faire du build ou du run. Parce que ça prend du temps, parce que c'est aussi
prendre de la hauteur, c'est prendre le temps de visualiser, de voir le système, finalement de le transformer. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément familiers avec ces façons de fonctionner. Alors, ça arrive de plus en plus, hein, on voit bien les communautés de facilitateurs, le rôle de Scrum Master, les coachs agiles dans les entreprises, des choses comme ça, les coachs DevOps, Craftman, pour rentrer un peu plus dans la technique, des gens qui vont faire de la transformation, voilà, des cellules de transfo, il y a plein de choses comme ça qui existent. C'est bien, mais il faut bien savoir que ce n'est pas forcément eux qui vont contribuer, mais ils font de la facilitation et donc ils vont aider. Donc, c'est un autre mode d'interaction. Et donc, on doit, avec ces personnes-là, ne vont pas avoir les mêmes modes de collaboration que les autres. Très bien. Deuxième takeaway, représentez votre système. Une fois que vous avez pris en compte, vous savez qu'il y a ces différents modes d'interaction, vous savez que vous avez vos différentes équipes. Je prends un exemple concret, là, c'est les patterns DevOps. Alors moi, je suis dans une équipe SRE, donc le pattern DevOps, ça me parle beaucoup. Ça ne vous parle pas forcément beaucoup, donc je vais juste faire un petit rappel. DevOps, c'est quoi? Il y a des équipes qui font du développement. Dans l'ancien modèle, il y a aussi des équipes qui faisaient des opérations, ou en tout cas qui agissaient sur l'infrastructure, que ça soit finalement sur du on-premise, c'est-à-dire quand vous avez vos data centers, ou même sur le cloud, c'est pareil, il y a toujours besoin finalement de ces compétences-là. Donc, ça ne change rien. Et donc, la démarche DevOps, c'est de se dire, finalement, on veut être autonome, donc on va faire le bout en bout ensemble. Donc, on va passer de l'anti-pattern A que je viens de vous parler avec ces deux silos, à des silos en collaboration directe ou complète, où il y a plein d'autres patterns. Le pattern SRE dans lequel je suis actuellement, moi, c'est plutôt un pattern de ce type-là, le type 7. Bref, bon, le but, c'est pas que vous regardiez le slide en détail, puisqu'en plus, il est trop petit. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une représentation de comment vous fonctionnez actuellement, et que vous savez le définir en termes d'équipe, mais aussi en termes d'interaction, et de manque d'interaction. En l'occurrence, le type A, c'est un manque d'interaction. Que vous savez la cible que vous voulez adresser, et peut-être même le chemin, parce que pour passer de l'anti-pattern A au type 2, par exemple, il y a un chemin, on peut pas, c'est pas d'un coup, en fait. On passe peut-être par le type 1 avant le type 2, des choses comme ça. Et bien, du coup, ça vous permet d'organiser un peu mieux, finalement, vos équipes, en fonction d'un objectif, et en jouant sur les interactions, plutôt que sur les missions. Parce que les missions, en réalité, c'est plutôt clair, c'est pas vraiment le sujet. C'est pas ce qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est le mode d'interaction. Et si on change juste les organisations en changeant les missions et qu'on ne travaille pas sur les interactions, il n'y aura pas de transformation. Et donc concrètement, ça va donner ce genre d'image, c'est-à-dire que vous designez vos systèmes. Alors il y a deux équipes jaunes, par exemple, des équipes des feature teams, admettons. Et puis il y a dans cette équipe-là, il y a du big data. Donc du coup, on a cette équipe de big data qui va collaborer avec vous sur ces sujets-là. Bon, voilà. Et puis, il y a une équipe de facilitation qui va vous aider sur la transfo DevOps ici, dans cette équipe-là. Et puis, vous appuyez sur une autre équipe avec un pattern as a service, dont je parlerai juste après, qui elle-même s'appuie sur la plateforme. Et donc, grâce à ça, on aura un niveau de collaboration efficace et un niveau d'interaction efficace entre équipes avec un niveau d'autonomie suffisant. Et du coup, en assumant qu'il y a certaines choses qu'on délègue finalement aux autres équipes. Donc, je vous ai parlé d'AS a Service un tout petit peu, mais là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Et s'il y a un truc qu'il faut retenir, parce que je parle beaucoup, mais du coup, je ne sais pas si vous allez pouvoir retenir tout ça. S'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est le mode AS a Service. Sûrement qu'il faut le privilégier par rapport au mode collaboratif. Bien sûr, anti-pattern par rapport à ce que je vous disais tout de suite dans le manifeste agile, Individuals and Interactions over Processes and Tools. Ne pas oublier que c'est pas un but de créer des process et des outils, et on a toujours besoin de mettre les interactions en premier. Et du coup, ce n'est pas l'interaction de collaboration qui va être mise en premier, mais c'est un autre type d'interaction. Exemple concret, dans Slack. Moi, je vois ça souvent. Comme les équipes se sont réorganisées, on ne sait pas trop comment elles sont organisées, du coup, et puis en plus, on ne peut plus toquer sur l'épaule du collègue, il y a quelqu'un qui va mettre sur finalement le Slack de l'équipe une question sans contexte. Bon, j'imagine que vous ne comprenez pas forcément la question, vous n'avez pas le contexte, mais sachez que moi non plus, et pourtant c'était dans mon équipe que j'ai reçu ce message-là, qu'on a reçu tous ce message-là, donc ça fait lever aussi la tête de beaucoup de gens en même temps qui regardent ce message et qui ne le comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas efficace, parce que la personne qui a posé la question
ne sait pas finalement, n'a pas pris le temps de la structurer, sa question, n'a pas pris le temps, ne sait pas du coup à qui s'adresser, donc s'adresse à un groupe peut-être un peu trop gros, et les gens ne répondent pas à ça parce que du coup ne savent pas de quoi on parle et ça leur donne pas envie. Donc finalement c'est un lose-lose pour tout le monde. Donc on veut éviter ça. Et ça c'est pourquoi on fait ça, parce que c'est le pattern d'avant, c'est le pattern de collaboration qu'on a toujours fait, c'est-à-dire toquer sur l'épaule du collègue. Et pour éviter ça, on a le mode as a service. Et le mode as a service, c'est quoi? C'est de fixer des responsabilités claires et un cadre clair et une structure claire à notre mode d'interaction, à comment on va interagir avec l'équipe. Je vous montrerai un exemple après pour résoudre cet exemple-là. Mais on ne peut pas se permettre d'accepter n'importe quelle question, n'importe comment. De la même manière qu'on ne peut pas se permettre non plus de tendre le bâton pour se faire battre, c'est-à-dire de donner la possibilité aux gens de faire de la charge cognitive pour tout le monde. Voilà. Donc les avantages de ça, c'est que ça va être plus efficace. On va avoir un ownership plus clair des responsabilités. Donc par exemple, est-ce que quand j'ai posé cette question-là, est-ce que l'équipe, finalement, c'est dans ses responsabilités de me répondre, ou est-ce que c'est pas cette équipe-là, tout simplement? Donc ça, il faut que ça soit clair et explicite. Le comment on va interagir doit être aussi clair et explicite, donc structuré. Et puis, par contre, les inconvénients de ça, c'est que il y aura moins d'innovation, c'est clair, par rapport à de la collaboration, parce qu'on a réduit le niveau d'interaction, finalement, il est plus réduit. Et puis aussi, si notre structure n'est pas bonne, si notre API d'équipe n'est pas bien structurée et pas bien documentée, finalement, on va avoir un résultat, un output qui est moins bon. Donc, il faut faire aussi attention et être conscient de ça. Pour être un peu plus concret, ce que je vous propose, c'est d'exposer l'API de l'équipe et pas l'organisation. L'organisation, elle change tout le temps. Par contre, les missions de l'équipe, elles ne changent pas et les services rendus, ils ne changent pas. Donc, vous pouvez exposer finalement ces services-là parce que c'est plus simple pour les gens à l'extérieur de comprendre si vous pouvez les aider ou pas. Si je reprends l'exemple tout à l'heure, au lieu d'avoir une question un peu bizarre sur Slack, on peut très bien créer dans Slack, par exemple, un bot qui va... bon, là, on ne voit pas très bien. Je ne peux pas partager mon écran, mais ce n'est pas grave. Le bot, il va aider la personne à structurer sa question. Déjà, il va dire, il dit « Bonjour, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Ok, donc déjà, ça crée un premier élément de contact avec les gens à l'extérieur de l'équipe. Ensuite, la première question qu'on pose, c'est sur quelle technologie tu as une question. Et là, du coup, les gens vont sélectionner une technologie. Si ce n'est pas dans la liste, en fait, alors il y a un other, évidemment, hein, mais si ce n'est pas dans la liste, la personne va peut-être se poser la question, mais en fait, est-ce que c'est vraiment à cette équipe-là que je dois poser la question? Et évidemment, on laisse un other parce qu'on n'est pas non plus, on n'est pas militaire. Et du coup, les gens vont choisir une technologie, puis ensuite, par rapport à cette technologie, il y a des possibilités. On propose soit de poser une question, soit de relever un bug, il y a plusieurs modes, et ça ne fera pas forcément la même chose. C'est-à-dire qu'une question, peut-être que ça va juste rediriger dans un bon canal Slack, un peu plus, avec moins de gens qui vont lever la tête quand ça pose la question, et quand on relève un bug, ça va faire un ticket Jira, qui est un autre mode d'interaction. Et du coup, on met en copie en disant, vous voyez, ça va bien se passer. Voilà, la question, votre bug, il est là, il est reporté, et puis la priorisation, vous la verrez dans Jira, parce qu'on est structuré pour ça. Et donc, permettre ça permet d'enlever de la charge cognitive à tout le monde, et ça permet aussi de s'assurer, finalement, qu'on rend bien les services, l'équipe rend bien les services qui sont attendus. Donc, ça enlève de la frustration dans le système, de manière globale. Pour que les gens sachent ça aussi, il faut communiquer. Mais communiquer quoi? Par exemple, quand on communique une roadmap, ce que je conseille aux gens, c'est de communiquer aussi les modes d'interaction. Donc là, on est dans un exemple classique d'une roadmap d'une équipe, mais c'est une enablement team. Donc c'est une équipe qui va principalement faire de la facilitation, ou en tout cas son mode d'interaction principalement, ce sera de la facilitation. Donc, il y a par exemple du pair. On peut faire du pair, mais c'est du pair as a service. C'est-à-dire que les gens disent « Ah moi j'ai besoin d'aide, ok, très bien, je le note, voilà, et puis je vais t'aider. » Donc c'est un service qui est proposé par l'équipe, et ils savent comment demander faire du pair.
On peut faire du follow and support, c'est-à-dire que y a des projets transverses qui prennent du temps, voilà, donc nous on va vous aider un peu, c'est un peu de la chefferie de projet, mais on va vous aider à faire cette transformation avec vous. Et puis on peut aussi avoir du build. Et en fait, on communique notre roadmap dans ce genre de cas en explicitant chaque mode d'interaction, qui est un peu différent parce qu'on ne va pas interagir de la même manière quand on fait du follow and support, qui peut durer aussi des mois, et donc du coup, ça serait une fausse expectative de penser que c'est un projet qui est court. Du pair, qui finalement c'est des choses un petit peu comment ça s'appelle, locales et qui ne durent pas forcément dans le temps. Après, on a aussi des projets pour se dire, comme on fait de l'enablement, à bout d'un moment, ils sont autonomes. Donc le pair, il n'est pas voué à être fait du pair tout le temps, c'est du pair pour une autre transformation qui est de se dire, les gens après seront autonomes, ils n'auront plus besoin de nous pour faire du pair sur ce genre de choses. Voilà, donc expliciter cette API, comment l'équipe interagit avec les autres, qu'est-ce que vous pouvez attendre de nous, super important. Et enfin, un truc que je vois souvent aussi, c'est le manque de documentation, pas sur le comment ça marche, parce que ça, souvent, les gens, ils le font. Et puis, un développeur, aujourd'hui, quand il fait du code, souvent, il documente quand même. Donc, on sait comment ça marche. On peut trouver l'information, et c'est pas ça qui est vraiment painful. Par contre, c'est le comment on s'en sert qui, souvent, n'existe pas, et c'est fortement lié au niveau d'interaction. Si vous proposez un service, souvent c'est en plus sur un service interne qui vraiment est fait pour les développeurs, par exemple, ou qui est fait pour une équipe sécu, ou qui est fait pour une équipe en interne. Souvent, on ne met pas comment s'en servir, parce comme on part du principe qu'ils s'y connaissent en tech ou des choses comme ça, on va mettre comment ça marche. Et du coup, les gens ils vont creuser, et puis ils vont finir en fait par demander aux gens, puis on va finir sur un pattern de collaboration. Si, au lieu de vous poser cette question de expliciter très en détail comment ça marche, et puis les gens, ils vont lire, et puis ça va bien le faire, mais au lieu de faire ça, on se dit, c'est quoi l'expérience utilisateur que je vais avoir sur mon software, sachant qu'il faut qu'il fonctionne, et en théorie, s'il fonctionne bien et qu'il y a une bonne UX, il ne devrait pas avoir beaucoup de questions, en fait. Mais si on a juste ces trois petites... grands principes de comment ça fonctionne et éventuellement mais de pourquoi on l'a fait, l'intention qu'il y a derrière. Des choses un peu à haut niveau et qu'on sait bien les communiquer, ça marchera beaucoup mieux, on aura un meilleur usage dans l'entreprise et finalement les gens s'en fichent de comment ça marche, de la même manière qu'ils s'en fichent de comment l'organiser, comment vous êtes organisé. Ce qui les intéresse, c'est moi j'ai besoin d'un service et il faut que ça aille vite, parce que ça me bloque ou parce que j'ai envie que ça avance. Voilà. Donc, documenter, c'est top, mais il faut savoir bien documenter. Et d'ailleurs, dans le manifeste agile, on retrouve la documentation comme quelque chose qui est un peu plus secondaire par rapport à quelque chose qui fonctionne. Mais croyez-moi, quand ça fonctionne, c'est pas suffisant. Donc, faites de la documentation aussi, pas sur comment ça marche, mais comment on s'en sert. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué ou long. Et évidemment, documentation is part of agile, je le remets, mais bon, ça on ne sait jamais. Voilà. Globalement, ce que je vous propose, c'est surtout de réduire la charge cognitive. C'est-à-dire que dans tout ce que je vous ai proposé là, je ne vous ai pas dit faites des silos. Ce que je dis, c'est on va réduire la charge cognitive parce qu'on va libérer les gens de tout un tas de choses qui sont mal faites et qui embêtent tout le monde. Donc, quand on voit un Slack ou un Teams ou n'importe quel outil et que ça clignote dans tous les sens toute la journée, en plus du téléphone portable qui clignote parce qu'on a des notifications, machin, tout ça, parce qu'on ne vit plus au bureau, on vit partout et nulle part maintenant. Donc, du coup, tout clignote tout le temps. La charge cognitive, elle est très élevée. Du coup, comment on réduit cette charge cognitive ? Et pour réduire cette charge cognitive, le pattern as a service, il est top. Alors, évidemment, il ne s'applique pas à tout. Et il faut garder une part de collaboration. Donc, encore une fois, utiliser tous les patterns, c'est-à-dire comprenez votre système, designer l'organisation en fonction des missions et aussi en fonction des niveaux d'interaction. Donc, ça se design, tout ça, bien sûr, c'est pas si simple. Et puis, ce que je vous dis, c'est de la règle Pareto aussi, c'est il y a des modes d'interaction, mais 80% de nos modes d'interaction sont peut-être en collaboration et 20% en facilitation et inversement. C'est pas, on ne peut pas juste avoir un seul mode d'interaction, ça serait un peu stupide en fait. Donc, il faut aussi savoir jouer sur l'épaisseur du trait. Mais globalement, si vous gardez comme objectif de réduire la charge cognitive, vous n'aurez aucun problème pour le faire, puisqu'il y a des outils et des moyens de le faire. Et enfin, assumer les silos.
Et ça, c'est pas forcément simple. Mais si vous faites tout ce que je vous ai dit avant, normalement, vous allez avoir plus de facilité au moins pour expliquer. Moi, mon travail, souvent, c'est plus d'expliquer tous ces principes-là pour les mettre en place, ou c'est même pas moi qui les mets en place d'ailleurs, plutôt que de mettre en place des choses sans que les gens le comprennent. Et effectivement, si on se, entre guillemets, resilote avec des process et des outils et qu'on n'a pas repensé nos interactions proprement, bah, ça va pas être mieux qu'avant. Il n'y a aucune chance que ça soit mieux qu'avant. Donc, assumer les silos, ça veut dire bien comprendre que, par exemple, il y a des rôles dans les équipes. Je prends l'exemple du product owner ou d'un scrum master, qui sont typiquement des rôles qui doivent adresser ces sujets-là, les interactions, qui doivent faire en sorte que l'équipe n'a pas une charge cognitive trop forte pour avancer. Et c'est pas être un silo de faire ça, c'est juste être de la bonne... c'est des bonnes pratiques et c'est de même du bon sens, parce que les gens ils doivent aussi se focaliser sur leur mission, sur leur cœur de métier. Et aussi parce que tout est intéressant. Donc si vous voyez, parce que moi ça m'arrive souvent, les gens me disent « Ouais, mais ça c'est intéressant, je veux faire ça, ça, ça. » Ok, très bien. Vous avez la motivation. Par contre, si c'est au détriment de votre mission première, mais en fait, vous êtes en train de juste de rajouter de la charge cognitive. Donc savoir dire non, je sais que c'est difficile, mais c'est une grande force et ce qui permet aux équipes justement d'être efficaces. Je vous ai rappelé les concepts ici dont on a parlé pour arriver à assumer les silos. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je suis ouvert aux questions, bien sûr. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. On va peut-être passer à ça. Je ne sais pas. Un grand merci, Pablo. Tu nous en as déjà dit beaucoup justement sur les silos, les équipes et comment s'en sortir. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de questions. Marc va nous rejoindre également. Et Léa, je te propose de peut-être, le temps de prendre la première question, de mettre le petit call to action pour ceux qui souhaitent télécharger le livre Agilité en remote. Et comme ça, on peut démarrer la session questions-réponses. Ouais, merci beaucoup Pablo. Alors, moi j'avais posé une question assez vite, mais tu as répondu au fur et à mesure. Pour revenir peut-être sur une question, alors sur laquelle tu as à moitié répondu aussi, de la part de Cyril, qui disait, bah voilà, un humain, est-ce que c'est pas plus efficace qu'un bot? C'est quoi finalement l'avantage du bot versus l'humain? Donc tu as parlé du PO, du Scrum Master, qui sont là pour canaliser la communication vers l'équipe. Alors, honnêtement, c'est discutable, l'avantage. L'avantage le plus important, c'est de structurer. C'est-à-dire que les gens qui vont poser une question, qui vont demander un service, ils vont eux-mêmes mieux structurer leurs demandes, puisqu'on les a aidés à structurer leurs demandes. Et il ne faut pas que ça soit, entre guillemets, chiant, il faut que ça soit simple. Donc évidemment, il faut une bonne user experience. L'avantage du bot, c'est quoi? C'est parce qu'un Scrum Master aujourd'hui, qui jongle avec tout le monde en remote et même des fois avec des time zones différentes, son outil principal, en fait, c'est Slack ou c'est Teams ou un autre outil, mais c'est un outil de communication asynchrone. Donc il faut prendre en compte que l'asynchrone ne fonctionne pas comme le synchrone. Donc on ne peut pas répliquer un pattern de collaboration synchrone qu'on a toujours fait, avec des modèles asynchrones. Donc si on fait, et surtout en remote, exactement comme on a fait avant, en réalité, il est probable que ça soit inefficace. L'idée du bot, c'est de gérer cette asynchronicité avec directement, par exemple, un SLA sur la réponse, parce que le bot va dire, soit avec un peu d'intelligence artificielle, la moyenne de réponse de ces questions, sur des questions, c'est 2 heures. Donc comme ça, la personne, elle sait que dans les 2 heures, elle aura probablement une réponse. Ou alors, tiens, il y a un ticket qui a été créé juste pour ça, donc tu pourras suivre le ticket. Ou alors, tiens, bah ça, en fait, ce sujet-là, c'est pas nous, c'est pas notre équipe, mais c'est quelque chose d'autre. Ou regarde cette documentation qui parle de ton truc. Et après, on en rediscute. Et oui, ça peut paraître un petit peu, ça peut heurter la sensibilité du Scrum Master que je suis, même en le disant. Mais en réalité, il faut être responsable aussi. On ne peut pas se permettre de faire de la collaboration tout le temps sur tout. Donc voilà ma réponse sur le sujet. Très clair pour le coup. Tu as aussi beaucoup parlé de charge cognitive. Alors, on a eu notamment 2 questions là-dessus. Comment tu mesures la charge cognitive? Comment on mesure la charge cognitive? Alors, moi, mon outil principal, c'est la rétrospective, dans lequel la majorité des équipes que je vois depuis un an me disent, enfin, ils disent, pas moi d'ailleurs, ils disent à l'équipe, j'en ai marre d'être sursollicité.
sur de la communication asynchrone. Ok. C'est-à-dire que voilà, c'est le sapin de Noël, mon Slack, ça clignote dans tous les sens, c'est insupportable, ou j'ai pas le temps d'avancer. Ça peut être aussi dans le mood, c'est-à-dire que les gens baissent en humeur. J'aime bien le Squad Check, qui est un très bon outil qui permet de voir aussi sur plein de critères comment on avance. Est-ce qu'on se sent mieux? Est-ce qu'on délivre mieux? Est-ce que c'est en plus en qualité? Est-ce que voilà. Et du coup, ça permet aussi, ce genre de thermomètre, de savoir s'il y a de la charge cognitive, parce que ça transpire assez vite. Ok, super. Et du coup, si je pousse encore un petit peu sur la charge cognitive, il y a une question de Lucille autour de la réduction de la charge cognitive par la réduction de la documentation à son strict minimum. Oui. Peut-être il faut définir le strict minimum. Je vais interpréter un petit peu peut-être. Le strict minimum, c'est ce qu'il faut, ni plus ni moins. Moi, ce que je vois souvent, c'est le strict minimum de l'absence. Donc, j'ai envie de dire aussi, prenons le prisme inverse. Après, pour moi, le strict minimum, c'est plutôt de ce que je disais tout à l'heure, plutôt que de dire comment ça marche, parce qu'en fait, globalement, en général, on s'en fiche un peu. C'est plutôt à quoi ça va me servir. Un peu comme si on avait à faire la pub de finalement ce qui est fait, pour en voir si l'usage est vraiment utile. Et effectivement, ne pas mettre une charge trop importante sur de la documentation du comment ça marche, surtout si le comment ça marche est refactoré en permanence. Il y a le code pour ça. Et le code, en fait, ça se lit très bien pour les gens qui savent comment... En fait, si on veut regarder une documentation qui dit comment ça marche, mais qu'on sait lire du code, et qu'au final, le code, il change tout le temps, vaut mieux lire du code. Donc, si on fait une documentation à destination de gens qui ne regardent pas le code, il ne faut pas dire comment ça marche. Il faut dire comment on va s'en servir. Et même peut-être mettre à un endroit, dire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ce soft en plus, avec un espace de commentaires, des choses comme ça. Créer finalement des portes. Ouais, et puis après, on peut aussi partir vers le Behavior-Driven Development qui permet justement d'avoir une doc toujours à jour parce que la doc sert d'élément pour faire les tests, les tests fonctionnels. Okay. Et à la fois, le BDD, qui est très intéressant, en dehors de l'équipe, j'ai jamais vu de gens qui vraiment avaient utilisé ça comme une documentation. Dans l'équipe, c'est top. À l'extérieur de l'équipe, en fait, c'est plus difficile parce qu'on rentre dans le jargon de l'équipe, on rentre dans des fonctionnements internes. Ça explique le comment, en fait, le BDD. Donc, c'est passionnant en interne, mais à l'extérieur, ça ne vous servira pas. À l'extérieur, vous pouvez avoir une bonne conversation avec le PO, qui est là pour ça, et vous pouvez faire un pattern de collaboration avec le PO. Ok. Ok. Dans les autres questions... qui va peut-être éclairer un petit peu, c'est quoi pour toi la différence entre la charge cognitive, la charge mentale et le manque de focus? Pour moi, c'est la même chose sur les deux premiers. C'est juste que la charge mentale, on l'utilise à la maison parce que ça a été beaucoup explicité comme ça. En fait, c'est la non-capacité qu'on a à dire non et à laisser passer qui fait que du coup, on se charge de choses pas forcément utiles et on a tendance à le faire. Parce que aussi on est une population très curieuse, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, mais si vous faites des moving motivators en masse, le curiosité dans nos métiers remonte très souvent tout en haut, sauf que c'est très bien d'être curieux, mais il faut savoir le coût que ça a. Le coût cognitif de la curiosité, il est énorme. On est en permanence, on a envie d'apprendre, on a envie de voir plein de choses, c'est top, mais ça nous empêche d'être focus. Pour répondre au troisième point sur le manque de focus. Et on est aussi un peu responsable de ça. C'est-à-dire que nous, pour se donner du focus, on est obligé de dire non à plein de choses. On est obligé de mettre son téléphone off de notification pour ne pas être dérangé. On est obligé finalement de s'extraire et de se resiloter si on veut se focuser. Donc ça commence par soi. Et refuser la sauvagerie de se faire inviter à des channels. Parce que si on est en permanence dans tous les channels, en fait, on n'est dans aucun channel. Et on finit même par utiliser les channels internes de l'équipe qui sont ceux dans le pattern de collaboration dont on a besoin. Donc, bien avoir conscience de ça. Ouais, sur le sujet, trop de communication tue la communication. Alors, tu l'as dit, c'est lié. Moi, je vais rajouter un mal qu'on vit tous depuis un an maintenant. C'est la multitude des vecteurs de communication.
On peut avoir différents outils de chat, on a le mail, on a le SMS, on a les autres applications de communication. Et tu as parlé de sapin de Noël tout à l'heure, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être capable de faire la sélection de la bonne information en mode temps réel, et puis être capable d'avoir quelque chose un petit peu plus asynchrone et de revenir sur ce que tu disais. Ok. Dans les autres questions, alors je vais garder les plus philosophiques pour la fin quand même. Il y a Géraldine qui nous demande s'il n'y a pas encore de facilitateurs dans l'équipe. Quels sont tes tips pour amorcer la transition et faciliter la communication, justement? Ok. Facilitateur, c'est pas un poste, donc c'est plus un rôle qu'on peut avoir qui vient avec des compétences. Donc je pense que la première chose qu'on peut travailler, c'est les compétences. Concrètement, ça peut passer par commencer par faire des rétrospectives, ou en tout cas créer des zones d'introspection où on se pose des questions un peu méta sur le fonctionnement de l'équipe et on se dit les choses. Ça commence par une communication authentique en réalité, se donner du feedback. Donc ça, on peut le faire, n'importe qui peut le faire, notamment c'est le rôle de tout manager d'équipe de faire ce travail d'équipe. Donc on n'a pas besoin d'un facilitateur avec un badge pour le faire. Voilà. Et donc on peut se former à toutes ces compétences. Tout ça est sur Internet ou dans les livres. Effectivement. Alors après, c'est des compétences qui s'expérimentent, c'est un entraînement, et donc pour faire le lien avec un autre webinaire de la session Avril Agile, on est bien d'accord, c'est commencer petit, expérimenter, et puis après essayer d'avoir du feedback sur ce qu'on a fait pour avancer. Attention à pas jouer à l'apprenti sorcier, moi c'est toujours ce que je vais dire. Je vais prendre une question juste pour moi parce que ça fait 2 personnes qui me le posent, une dans le chat, une dans les questions. Quand est-ce qu'on peut faire à moi pour les travaux d'isolation? Donc la réponse est non. Mais pour info, ma maison est un MVP et le Paco finalement c'est superflu. Le principal c'est d'avoir l'isolation. Voilà, comme ça te laisse 2 secondes de répit, Pablo, avant les prochaines questions. Mais j'ai répondu à cette question-là. Une autre question intéressante forcément. Cyril, l'API est-elle un contrat de service clairement établi et affiché? C'est mieux quand ça l'est. Tout à l'heure, je montrais l'exemple de la roadmap. C'est un bon moment de montrer finalement l'offre de service qu'on a. Et si vous faites une documentation, parce que vous en faites une forcément, sur l'équipe, commencez par montrer l'offre de service. Comme ça, c'est plus clair. Voilà. Et oui, il faut afficher son API comme on ferait dans un logiciel une documentation sur son API technique avec son contrat de service. Et la notion de contrat est intéressante, c'est-à-dire que c'est du donnant-donnant. Et on peut pas appeler un service REST avec les mauvais paramètres. Ben, c'est pareil, on ne peut pas appeler une équipe avec le mauvais niveau d'interaction. Donc si on ne dit pas aux gens, je prends l'exemple concret de l'équipe à qui on a de l'équipe qui on attend qu'elle fasse quelque chose pour nous. On ne peut pas dire votre mission c'est d'aider les gens. Il faut que vous nous aidiez à faire ça. Puis je vous ai créé un ticket Jira. Et ça n'a pas avancé, donc je vous gueule dessus au bout de 6 mois. Eh bien, non, il y a un contrat qui est peut-être lié à un niveau de service. Peut-être que la personne ne sait pas, tout simplement qu'il y a une priorisation à mettre en avant en disant, en fait, quand on nous demande quelque chose, ça passe par un prisme de priorisation et voici nos critères de priorisation. Comme ça, il y a de la transparence aussi. Après, comment ça marche en interne de l'équipe, au final, n'a pas tant d'importance que ça. Si quelqu'un veut creuser, on peut toujours lui expliquer. Ouais, même chose dans les éléments qu'on rencontre fréquemment. Il y a la definition of done dans laquelle il y a un critère qui n'est pas dépendant de l'équipe. Et du coup, l'équipe se retrouve à pas pouvoir déclarer done son travail, alors que en fait, c'est juste que son travail est bien terminé, mais qu'elle n'a pas la responsabilité pour l'ensemble des critères qui ont été posés. Donc, c'est le vrai ownership de la definition of done. C'est un autre élément aussi de ce fameux contrat de service, être capable de le poser. Ok. Beaucoup de questions, encore et toujours. Alors, laquelle vais-je pouvoir prendre? Lucille qui nous demande si l'organisation ne bouge pas depuis des décennies, comment amorcer une transformation par les équipes opérationnelles pour finalement atteindre la direction? Ok, alors je le déconseille. Non, je rigole. En fait, l'émergence de sens, c'est pas quelque chose de très simple pour les gens. Et l'autodirection, c'est pas évident.
Donc on peut s'auto-organiser, certes, mais s'auto-diriger, c'est compliqué. Donc ça commence par convaincre le top et animer le bottom et le top pour réconcilier finalement cette contradiction. Parce que si vous faites que du bottom, c'est là où justement on va par exemple créer des communautés de pratique, des choses comme ça. Puis à un moment donné, il y a un gestionnaire qui va regarder les chiffres et veut dire mais c'est pas efficace votre truc. Donc il faut que ça commence par une conviction aussi dans des gens qui payent tout simplement, hein, parce qu'ils ont aussi ces enjeux-là, hein, business, on veut faire une transformation, on veut aider les gens, et donc on arrive à les convaincre. Les slides que je vous ai montrés aujourd'hui, c'est typiquement des slides qui pourraient être utilisés pour convaincre un dirigeant lors d'une réorganisation, quand on fait des réorganisations, comment réorganiser les gens, et d'enlever un peu la politique qui sera là à un moment donné, quel manager je vais mettre où. Parce que souvent, les réorganisations sont faites avec ce prisme-là en premier ou dans les premières considérations, alors que ça devrait arriver un peu plus tard dans le processus. Ok, assez clair. Alors moi, je dis aussi que effectivement le top doit être convaincu, mais qu'après, tu l'as dit, c'est le principe, c'est de faire un sandwich à la fois top et bottom, et puis après irriguer l'ensemble de l'organisation. On est plutôt globalement aligné là-dessus. Ok, on arrive sur les questions qui vont être peut-être alors encore une petite dernière là-dessus. Que penses-tu du modèle de documentation en 4 parties, tutoriel, how-to, explanation et référence? Eh bien, je ne connais pas. Mais je vais me renseigner, je vois qu'il y a un lien. Ça tombe bien, il y a un petit lien effectivement pour grandir là-dessus. Moi, pas d'avis. C'est Gilles qui pose la question. Le mieux, c'est quand même de toujours se poser la question derrière de l'utilité et de la réponse aux enjeux spécifiques de l'organisation ou des clients. Si je lis autrement, il y a on est tous utilisateurs d'applications mobiles, il y a quasiment plus de doc en tant qu'utilisateur et pourtant on sait tous s'en servir. Mais il y a des mini-tutos à certains endroits, donc des fois il y a une partie des documentations qui ne servent vraiment plus à rien. Donc ça, après, c'est un point de vue totalement discutable. Ok, alors, celle que même moi j'ai du mal à les comprendre, c'est intéressant. Alors, toujours Gilles, que penses-tu de la position de Manuel Payis qui annonce qu'une complexe subsystem team sont rares et lorsqu'elles le sont, elles sont nécessaires? Je n'ai pas compris pourquoi cette typologie est un anti-pattern. Oui, alors en fait, c'est moi qui ai rajouté le fait que c'est un anti-pattern, je me trompe peut-être, mais c'est parce que c'est comme ça que je le vois. En fait, souvent, ces équipes-là, quand elles sont constituées, c'est temporaire. C'est-à-dire qu'on se dit, dans un instant T, c'est un intérêt de créer une équipe qui ne fonctionne pas comme les autres, qui n'a pas exactement les mêmes degrés de responsabilité et de niveau d'interaction, parce que on est sur des choses émergentes. Typiquement, ça va être, je sais pas, le big data à l'époque où on n'en faisait pas. Ça peut être l'intelligence artificielle à l'époque où on n'en fait pas. Je ne sais pas si on en fait encore, si on en fait déjà. Bref. Et du coup, on a besoin de mettre des gens avec des compétences très peut-être rares et spécifiques, qui ne sont pas mainstream, dans un espèce de silo et qui vont fonctionner de manière complexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire avec ces équipes-là vraiment comment ils vont fonctionner ou alors sur un espace de temps limité. Ça peut être aussi dans d'autres cas, en bout de chaîne, avec des compétences qu'on a encore, mais qui doivent bouger, parce que le monde bouge. Je prends un exemple. Je suis DBA Oracle, dans une équipe de 4 DBA Oracle, mais mon entreprise a décidé que Oracle, c'était terminé. Donc, du coup, je reste dans finalement en support de toutes les équipes pour tous ceux qui faisaient encore des DBA, des bases de données Oracle. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, mon mode d'interaction, il va évoluer. Et du coup, à un moment donné, il va falloir bouger. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un anti-pattern. Et c'est aussi un anti-pattern dans la mesure où par principe, on dit qu'il n'en faut pas beaucoup dans l'entreprise. C'est que quelque part, faut que ça bouge. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Ouais, moi, je partage, je dirais que c'est un pattern de transition plus qu'un anti-pattern, c'est-à-dire à un moment donné, le système va se retrouver avec des complexes subsystem team, mais sur lesquels il va falloir retravailler et peut-être voir ce qui se passe. C'est un état transitoire qui peut durer longtemps, mais ça reste un état transitoire selon moi. Oui, et si on ne le voit pas comme ça, le risque, c'est de créer trop d'équipes comme ça, parce que c'est trop facile. Ah ouais, mais eux, c'est difficile, eux, c'est compliqué, eux, c'est différent. Et en fait, à force de faire ça, on fait des systèmes qu'on n'arrive pas à maintenir. Ok, top.
Alors, une autre question. J'ai une jeune équipe composée de juniors. Comment je fais en sorte qu'elle n'ait que des interactions de type Team as a Service? Je vais donner un premier élément de réponse tant que tu cherches. Déjà, je lui explique ce que c'est que le Team as a Service. Si elle est jeune et junior, peut-être qu'elle n'en a pas entendu parler en tant qu'équipe. C'est déjà pour moi le premier réflexe. Et lui expliquer comment ça marche, à quoi ça sert, quels en sont les bénéfices. Et après, Pablo, je te laisse me contredire ou aller plus loin. Pour l'avoir vécu en début de carrière, hein, la grosse équipe de juniors, j'ai juste un contexte, 30 développeurs qui sortent d'école pour faire un gros forfait. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Une équipe qui n'a pas d'expérience, entre guillemets, le sujet, c'est pas vraiment le junior, mais si on n'a pas d'expérience, les modes d'interaction sont forcément pas bons. Donc, j'ai envie de dire, il faut essayer et trouver les bons modes d'interaction. Après, là, si vraiment on veut faire ça, mettez dans des rôles transverses type PO et Scrum Master des gens expérimentés qui justement vont structurer la communication pour éviter que ça parte en live. Mais les juniors, on commence par faire de la grosse collaboration entre eux déjà, pour justement qu'ils ne partent pas en silo entre eux dans l'équipe. Donc déjà, l'équipe de juniors doit bien fonctionner. Parce que ce que j'ai dit, je suis parti du principe que les squads, on faisait déjà ça bien en tout début de slide. Donc déjà, faisons des équipes qui fonctionnent bien avec un haut niveau de collaboration. Et ensuite, à l'échelle, c'est là que ça devient compliqué, on le voit dans toute notre transformation agile, c'est là où il faut des modes d'interaction un peu différents. Ouais, ce sera donc du coup, ça aura été la dernière question. Moi, je vais compléter vraiment sur le côté équipe junior, jeune équipe de juniors. Le meilleur moyen d'avoir des équipes qui fonctionnent, c'est d'avoir de la diversité à tous les niveaux, que ce soit homme-femme, junior, senior, expérimenté, pas expérimenté, sortant d'études, ainsi de suite. C'est la diversité qui va faire que votre équipe, elle va grandir et s'alimenter. Les membres de l'équipe vont s'alimenter les uns les autres. Donc, évitez autant que possible les équipes jeunes de juniors qui vont globalement poser pas mal de soucis. Géraldine, je t'invite à remonter sur scène pour la clôture. Merci. J'ai failli vous terminer au lieu de remonter sur scène. Donc, ça aurait été dommage. On te retrouve pour la fin. Merci Pablo, Géraldine. Ouais, merci beaucoup Pablo pour tout le partage que tu viens de nous faire et on sent que tu aimes ça. Donc, je pense que c'était agréable pour tout le monde. Pour ceux qui le souhaitent, on a plein d'autres webinars, dont un à 17h avec Jean-Baptiste Aubourg en interne, qui est un peu un projet fou de faire de Chamonix une station verte avec son projet Éco Chamonix. Et on va vous proposer du coup un petit call to action comme on vous l'a fait pour le livre blanc pour ceux qui souhaitent s'inscrire pour les prochains webinars. Un grand merci Pablo, un grand merci Marc. Et on vous dit à toutes et tous à très très bientôt. Ciao. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.